devient assourdissant. Une légère brise caresse mes joues. Le pâle soleil réchauffe ma nuque. Les odeurs oubliées remontent en moi. Je peux me tenir enfin debout, sans crainte. Je suis finalement sorti de ce trou haras. C'est fini. Ma gorge se noue. Les larmes inondent mon visage. Et je hurle à la vie. Moi, Hyacinthe, le rescapé, je reviens de l'enfer. Moi, Wilfrid, le rescapé, je reviens de l'enfer. Il y a seulement quelques minutes, mon camarade, mon frère de survie, Augustin Trébuchant, vient de nous quitter. Il est le dernier brave tombé au champ d'horreur. C'est un peu comme l'épilogue, le dénouement d'une sordide hécatombe. Il y a seulement quelques minutes, mon camarade, mon frère de survie, Éric Geisner, vient de me quitter. Il est le dernier brave tombé au champ d'horreur. C'est un peu comme l'épilogue, le dénouement d'une sordide hécatombe. Comment se réjouir alors que tant ne reviendront pas? Aurais-je dû aller à l'attendre à la gare pour l'étreindre au plus près de mon cœur? Mon unique fils me revient. Ce rôle apaisant d'une mère n'est-il pas aussi réconfortant que celui d'une épouse? Je saurai être aimante et discrète, car ma place auprès de lui doit lui permettre de retrouver l'amour des siens, avant qu'il ne me revienne. Combien de mères, combien de pères, combien de veuves inconsolables. Faut-il se réjouir en ce jour ou savourer le bonheur des retrouvailles? Mon mari est tombé, comme tant d'autres. Mais mon fils me revient, sain et sauf, et aucune baïonnette ne l'a transpercé. Maudit champ d'honneur, maudite tranchée, ignoble assaut inutile, toutes ces vies fauchées pour quelques mètres de terre dérisoire, piètre décision de généraux ordinaires décimant les hommes. Combien de corps seront dérobés au deuil d'une mère, d'une épouse? Incertitude d'un retour, souffrance de l'attente. Mais nous sommes toutes là, au seuil d'une porte. Espérant au loin une figure familière. Et pourtant, redoutant l'ombre annonciatrice. Mon Wilfrid me revient. Mais vais-je le reconnaître? Mon Hyacinthe me revient. Mais combien de cicatrices porte-t-il en lui? Il va faire si bon chez nous maintenant. Et si tu rallumais le foyer? Attendez, on doit un peu s'arranger. On va nous prendre pour des va-nu-pieds. Ça va là? Bon, ça va, mais arrange un peu tes cheveux. Anaï, ma petite, viens près de moi. Surtout, écoute-moi bien. Dans la maison, il y a un monsieur. Eh bien, c'est notre papa. Ça y est, il est de retour. Surtout n'aie crainte et tiens-moi la main. Sacha, je peux l'appeler papa? Et c'est lui qui va s'occuper de nous maintenant? Anaï, arrête de poser des questions! Dis Sacha, et moi, crois-tu que je vais le reconnaître? Tu crois qu'il va se souvenir De mon visage? De mes cheveux? De mes yeux? De mon grain de beauté qu'il aimait tant?
Ah, tu sais, j'ai un peu la trouille. Mais en même temps, je suis tellement heureuse. Les enfants, papa est là. Papa! Bonjour, père. Je vous présente votre petite dernière, ma sœur Anaï. Bonjour, monsieur. Je peux vous appeler papa? Oh, bien sûr. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, chaque souffle de vie, j'espérais cet instant te serrer, vous serrer dans mes bras. Approchez-vous tous, mes amours, que ce moment illumine nos retrouvailles. Papa, ce n'était pas trop dur? On dirait qu'on a changé mon papa. Tu as une belle cicatrice sur la joue et il me semblait que tes yeux étaient moins noirs, moins sombres. Ça fait tellement longtemps, tu m'as tellement manqué. Savannah, arrête de jacasser. Je te l'ai déjà expliqué. Alors tu vas arrêter de lui faire de réflexion. Oh, dis, tu piques! Il n'y avait pas de savon à raser à la guerre. Allons les enfants, il est déjà bien tard. Votre père est fatigué. Laissons-le se reposer. Avec toutes ces émotions. Mouti, j'ai ramené les enfants des voisines, car aujourd'hui elles devaient aller travailler au champ. Elles ne seront pas de retour avant la tombée de la nuit. Crois-tu que nous pourrons partager notre goûter? Mouti, oui, ça peut. Les enfants, j'ai une grande nouvelle. Votre père est de retour. Baptiste, les Galices! Quelle joie si ton père est de retour. Sans doute que mon frère revient avec lui. Vite, vite, je dois rentrer à la maison. Il n'y a personne pour l'accueillir. Moi, c'est pas la peine. L'autre jour, un soldat est venu porter une lettre à la maison. Ma mère hurlait si fort que son cri résonne encore dans ma tête. Depuis, elle pleure en cachette, mais je compte en secret chacune de ses larmes. Je sais son désarroi, car désormais elle doit m'annoncer cette triste nouvelle. Je voudrais tant que mon père et mon frère soient aussi de retour. Ils me manquent tant, mais personne ne sait où ils sont. Personne ne les a revus depuis le 9 novembre à Vrigne-Meuse. Moi, mon père est tombé le 30 juin 1916. Il était dans le même régiment que votre papa. À mon grand déshonneur, sa mort est encore plus insensée et injuste. Non, il n'est pas tombé dans un corps à corps. Il était juste allé chercher un peu d'eau pour ses camarades. Mais un stupide obus a mis fin à sa soif de vivre. Combien de temps cela va-t-il encore durer? À chaque fois que je passe la porte de ma maison, je ne sais pas si je dois hurler de joie ou au contraire de désespoir. J'aimerais tellement que cela s'arrête, que l'on me rende ma vie d'enfant. Vous, messieurs là-bas, prendrez-vous un jour conscience du mal que vous avez infligé à tant et tant de gens? Mathilde, pourquoi ta main tremble tant? Tu es fatiguée? Tu as faim toi aussi. Tu es si pâle. Allons les enfants, votre père a besoin de repos. Il nous revient de si loin. Dans le froid, parmi les rats affamés, même dans les plus âpres corps à corps, ma rage de survivre est tournée à l'obsession, une aliénation, car je sentais ta présence. À la moindre accalmie, à la lueur lointaine des coups d'artillerie, je contemplais la photo de baptême d'Anaï. Instant miraculeux d'apaisement qui amoindrissait mon énergie du désespoir. Dans le bourbier des tranchées, au milieu de mes frères d'armes décharnés, ton visage, ton sourire, l'odeur de tes cheveux ancrés au plus profond de moi m'ont épargné de la folie. J'ai tellement imaginé ce moment. À cet instant, je ne sais pas si mon esprit divague. Suis-je vraiment à tes côtés? Suis-je vraiment à vos côtés? Ta dernière lettre, qui a mis tant de temps à me parvenir, ne me quitte jamais. Je la porte au plus près de mon cœur. Tu sais mal, le chaos succédé au fracas
et le temps s'arrêtait comme suspendu, un court répit annonciateur d'un plus grand désastre. Ces quelques instants volés à notre misérable destin m'entraînaient vers toi. Fognac, le 15 août 1918. Mon cher amour, aujourd'hui est un grand jour. Anaë vient de perdre sa première dent. Elle est toute fière. Elle n'a pas voulu que la petite souris lui porte des pièces. Elle a fait simplement le vœu que son papa lui revienne vite. Ici, tout va bien, les récoltes sont bonnes. Le figuier dans la cour n'a jamais donné autant de fruits. Un peu comme un présage d'une plénitude retrouvée. Ta mère va bien, rassure-toi, nous prenons soin d'elle. Le soir, tout le village se retrouve au bord de la fontaine près de l'église et nous parlons du bon vieux temps d'avant. Tendre Maria, combien de fois je t'ai imaginé dans nos prés et nos champs. Tu étais là, superbe, au milieu des blés qui ondulaient au vent du sud. Ils se courbaient sur ton passage, comme pour rendre hommage à ton immense courage. Les enfants, dans une course effrénée, volaient à ta rencontre en riant et formaient une ronde enthousiaste. Ils chantaient « Fatih, Fatih, ich liebe dich, Fatih ». Tu vois, dans ce carnage infernal, l'image d'un bonheur simple et d'un quotidien ordinaire ont suffi à nourrir mon espérance. Le paisible chant des oiseaux a fait place au fracas des obus, de la mitraille et des hurlements. L'heure d'un simple café me remplit de joie. La vue d'une miche de pain, une appétissante confiture me réconcilie avec les saveurs d'antan. J'avais oublié que je pouvais m'éveiller enlacé dans les bras de ma douce Marie. Je lui dois d'être présentable et cette maudite barbe n'arrange rien à la fête. Aujourd'hui, je peux sortir sans crainte. La corvée de l'eau devient une simple tâche, une joie d'aller tirer l'eau du puits. Non, camarade d'une nuit, je n'ai rien oublié. Marchais tête haute face à ce soleil éclatant. Cet air vivifiant remplit mes poumons. Cette eau cristalline qui gicle sur mon visage me réveille à la vie. Cette fraîche liqueur sans goût ravit mon palais, appauvri par tant de privations. Maudite main, toi aussi tu as une mémoire. Ne tremble pas, ce n'est que ma barbe. Cette petite lame va caresser mon visage. Garde confiance. Tu offres ton cou à ce couteau. N'oublie pas que ta main le guide. Le miroir me renvoie une bien triste image. Est-ce réellement moi? J'espère tant dissimuler à ma tendre Marie et aux enfants la monstruosité des scènes gravies dans mon regard. Je redoute uniquement les yeux clairs de ma mère, et pourtant, je m'y perdrai bien tôt ou tard. Je dois retrouver le visage de cet homme, si joyeux, si aimant que j'aimais autrefois. Retrouver cette fossette qui ravissait tant Maria lorsque nous étions adolescents. Elle est aussi la fierté de ma mère, marque immortelle d'un mari tant chéri. Elle percevra cette authenticité dès qu'elle croisera mon regard.
être soi-même. Donner cours à la vie. Combattre ses démons. En découdre avec les anges de la mort. Et se réconcilier avec Dieu. Chérie, Lieblich. En revenant du champ de blé, j'ai rencontré le bourgmaster. Il m'a indiqué que tu devais te présenter dans les plus brefs délais au bureau de recrutement pour intégrer la menuiserie de monsieur Hans. Le maire cherche des bras pour moderniser la laiterie et rénover l'école. Ne tarde pas à te présenter auprès d'Auguste Magnier. Il est devenu le grand responsable des travaux de la ville. Auguste, le fils Magnier, celui des fonderies? Oui, il était affecté à l'état-major à la capitale. Il venait souvent rendre visite à son père à l'usine, dans un bien bel uniforme, bien propre sur lui. Il passait en ville en exaltant l'héroïsme et l'esprit de sacrifice de ses camarades de Verdun. Et un embusqué mondain, je te le dis. Un de ceux qui écrivent l'histoire, mais sans la faire. Qu'as-tu, Wilfried? Tu sembles si loin de nous. À qui écris-tu? Pourquoi ces larmes? Approchez-vous tous. Mes amours. Aujourd'hui, nous sommes le 11 novembre 1933. Et depuis toutes ces années, j'ai gardé en moi un secret qu'il est temps de partager avec vous. Le 30 juin 1916, à Dompierre, dans la Somme, l'artillerie ennemie nous pilonne jours et nuits depuis une longue semaine. Leur grande offensive se prépare et nous subissons de lourdes pertes. Du fond de nos misérables tranchées, nous sommes terrifiés par l'instant présent et horrifiés de la suite à venir. À quelques centaines de mètres de la tranchée se trouve une zone épargnée par les combats. C'est celle du seul point d'eau potable. Il se trouve près de la sucrerie, entièrement dévastée, au pied du Christ en bois, miraculeusement encore debout. À la tombée de la nuit, avec 9 de mes camarades, nous sommes désignés pour la corvée d'eau. C'est sous un déluge de bombes que nous partons, la peur au ventre. Arrivés à proximité du point d'eau, il y a un groupe de Français qui s'approvisionne. Nous baissons tous nos armes. La trêve de l'eau doit être respectée. Très rapidement, chacun remplit ses bidons, lorsqu'une pluie d'obus s'abat sur nous tous. Je suis le seul survivant. Je me réfugie au fond d'un trou béant, dans lequel un Français est là, totalement abasourdi. Encore des morts inutiles pour quelques gouttes d'eau. Pauvres chairs à canon que nous sommes. À cet instant, 2 cris de révolte jaillissent dans la nuit, bien au-delà du tumulte, carnage des canons et de la mitraille. Nous avons passé toute la nuit ensemble dans cet enfer. Plus d'ennemis, juste 2 hommes agrippés à la vie. À la pointe du jour,
qu'il y a eu un long silence, annonciateur d'un prochain carnage. C'est sous le Christ en bois, toujours épargné, que nos regards se sont croisés. Bonne chance, Hyacinthe Lacoste. Bonne chance, Wilfrid Norman. Et il a bien fallu repartir chacun vers nos tranchées. Hyacinthe, tu as du courrier. C'est bizarre, ça vient d'Allemagne. Ouvre vite. Camarade du Point d'eau, cela fait plusieurs années que je souhaite t'écrire, mais les plaies ne sont jamais vraiment bien refermées. Il suffisait d'attendre le bon moment. Lors de cette nuit particulière, ton nom et ton village de Rognac en Provence me sont restés gravés comme un message d'espoir, celui qui laisse espérer une réconciliation entre les petites gens des peuples. J'espère que dès le 12 novembre 1918, tu as pu réapprendre à vivre tant bien que mal. Nous avons tous une histoire et des combats à mener pour échapper au quotidien. Aujourd'hui, je suis inquiet, car malgré ce que nous avons vécu, les démons ressurgissent une fois de plus. Nous allons bientôt retomber dans la tourmente, c'est inévitable, car la paix a été construite sur la haine et la punition du vaincu. L'esprit de revanche écrira une nouvelle page sombre de l'histoire. Pour les générations futures, nous laisserons une vision d'effroi et de barbarie. Toutes ces vies sacrifiées pour des causes inhumaines. On voulait juste seulement tous laisser à nos enfants juste un ciel ouvert et de l'amour dedans. Mais l'humain détruit tout, ce qui le rend heureux comme ce qui le rend fou. On était pourtant des anges, disaient nos pères avant nous. Bien à toi, Hyacinthe, mon camarade du Point d'eau. Plantés devant vous les morts, je vous fais face. Vos noms figés au monument sur la place. De retour, ici, échappant ainsi à l'oubli, nous savons enfin que personne n'affaiblit. Bien au-delà de l'absence de vos tombes, jamais nous n'oublierons une telle hécatombe. Tombés, succombés sur les terres de France, dans l'enfer, le brasier des tranchées de Verdun, du fond de ces abîmes des espoirs défunts, mémoires écorchées par tant de souffrances. Nous tous, soldats, quelle que soit la chère patrie, nous simples chairs à canon, aux âmes meurtries, au fond de nos tranchées, nous étions tous égaux, semblables devant l'effroi, la peur du tombeau. Monter à l'assaut, les baïonnettes au canon, instant de terreur dans lequel tu perds raison. Vouloir vivre devient alors une obsession, et vouloir mourir devient aussi une solution. Être survivant est un vrai déchirement. Tous nos instants sont-ils véritables tourments, parés de médailles au revers des vestes, les blanches fleurs qui fleurissent vos dépouilles, parfums étourdissants ou effluves funestes, embaument le cœur de l'enfant qui gazouille. Exalte tous nos sens renaissant à la vie, frères d'armes, compagnons d'infortune, corps mutilés, âmes broyées, trouvez la paix. Peuple sacrifié sous l'étendard d'une nation, que personne, à jamais, ne brandisse plus l'épée, au retour de l'amour et l'enfant à naître. Chère Rognackaise,
Cher Rognacais, il s'appelait Jules, Louis, Michel, Émile, Paul, Ernest ou encore Ferdinand. Ils ont tous un point commun. Ils étaient 29. 29 Rognacais. 29 d'entre nous qui aimaient la vie comme on l'aime à 20 ans. Ils n'avaient dans leur esprit pas de vengeance. Ils n'avaient pas de haine à assouvir. Pour la plupart d'entre eux, ils avaient 20 ans. Les mêmes rêves d'amour, la même ardeur, le même courage. Ils avaient 20 ans et le sentiment que le monde était à eux. Ils avaient 20 ans. Ils croyaient au bonheur. Ils sortaient à peine de l'enfance et ils ne voulaient pas mourir. Et pourtant, ils sont tous morts au champ d'honneur ces 4 dernières années. Je pense à ces 29 enfants de Rognac et à ces millions de morts tombés face contre terre durant ces 4 années terribles que nous venons de vivre, fauchés par les mitrailleuses, noyés dans la boue des tranchées, déchiquetés par les obus. Au milieu des circonstances tragiques et de cet engrenage qui les a dépassés, ils n'ont pris les armes que pour une seule raison, parce qu'ils préféraient mourir en hommes libres plutôt que de vivre en esclaves. Ce qu'ils ont fait, c'est plus qu'on ne pouvait demander à des hommes, et ils l'ont tout de même fait. Ils ont été les acteurs inconscients de cette même tragédie qui s'est achevée hier et dont le destin aveugle et la folie des hommes avaient depuis longtemps tissé secrètement la trame sinistre qui allait prendre dans ses fils une jeunesse héroïque pour la conduire au sacrifice. Mais depuis hier, jour de l'armistice, j'éprouve un grand et réel soulagement, car je pense aussi à nos jeunes de 20 ans qui ne seront plus jamais mobilisés, qui n'auront jamais à connaître les nuits de pluie, l'hiver dans les tranchées, l'attente silencieuse et grelottante, les minutes longues comme des heures. Ils ne verront jamais revenir du front ces blessés, ces paralysés, ces défigurés, ces gazés qui vivront avec le cauchemar de la guerre gravé dans leur chair. Ils n'imagineront jamais, au fond des tranchées, leurs parents pleurant leur fils, la veuve pleurant son mari, leurs enfants pleurant leur père. Ils n'éprouveront jamais la souffrance d'un soldat qui fume cigarette sur cigarette pour vaincre l'odeur des morts abandonnés par les leurs, n'ayant même pas eu le temps de jeter sur eux quelques mottes de terre pour une mort digne. Ils n'auront jamais à se battre sans relâche contre la boue, contre les rats, contre les poux, contre la nuit, contre le froid, contre la peur. Ils n'auront jamais à vivre pendant des années avec le souvenir de tant de douleurs, avec la pensée de tant de vies foudroyées à côté d'eux et des corps qu'il faut enjamber pour monter à l'assaut. Et je pense aussi, en cet instant, à nos enfants de Rognac, revenus miraculeusement du front, après avoir connu toutes les souffrances et toutes les horreurs de cette guerre, la plus terrible que le monde n'ait jamais connue. Ces enfants dont le sort a voulu qu'ils soient les survivants de ce conflit, pour témoigner
du grand rêve de fraternité qui unit tous ceux qui ont connu cet enfer. Ces enfants survivants qui renferment en eux d'innombrables blessures avec lesquelles tant de femmes et tant d'hommes vont devoir maintenant apprendre à vivre. La guerre, cher poilu survivant, ne la racontez que pour en faire sortir l'horreur, pour en faire comprendre l'absurdité que l'on peut ressentir si fortement quand soldats autrichiens et italiens ont fraternisé entre deux assauts en s'échangeant du pain contre le tabac. Il est de notre devoir que la mémoire demeure malgré tout vivante. C'est un devoir national, c'est un devoir humain. On ne construit pas son avenir en oubliant son passé, mais en l'assumant et en le surmontant. Mais attention, le souvenir peut être fragile. Jeunesse de Rognac, souvenez-vous toujours de ce que vous devez aux femmes et aux hommes ici présents qui furent si grands dans l'épreuve et dans le malheur. En cet instant, dans toute la France, la pensée de chacun se tourne vers ces femmes et ces hommes qui nous ont appris la grandeur du patriotisme, qui est l'amour de son pays, et la détestation du nationalisme, qui est la haine des autres. Honneur à nos soldats, mais par-dessus tout, honneur à ceux qui n'y sont plus, à ceux qui sont tombés. L'espoir au cœur, dans les sillons ensanglantés ou dans les profondeurs des mers, et dont les yeux clos n'auront malheureusement pas vu poindre l'aurore de la fin des combats et la lumière de la paix. Et c'est cette paix qui doit être désormais notre inspiratrice. C'est elle qui nous rappellera demain, dans notre labeur pacifique, l'esprit de sacrifice et d'abnégation de nos compatriotes morts pour la France. Et par-delà le silence de leur mort, ils nous parlent encore au nom de ce qu'ils ont enduré. Ils nous disent que la seule compréhension, le respect et la solidarité humaine sont les seuls remparts contre la barbarie qui, à chaque instant, si nous ne prenons pas garde, peut menacer à nouveau de submerger le monde. Nous ne les oublierons jamais. Vive la République, vive la France, et par-dessous tout, vive Rognac. Un monde ailleurs, un monde à part, tant qu'il n'est pas trop tard. Sans vos prières, votre pouvoir, sans Dieu ni maître, sans peur ni désespoir. Des mains tendues, des gens qui saignent ou des orages à frapper nos mémoires. De nos désirs en idéaux, vie de misère, des corps sur un trottoir. On voulait
laisser à nos enfants juste un ciel ouvert et de l'amour dedans. Pourquoi se plaire et se défaire sans équivoque ou de chance sans retour? Tant d'amour précède l'enfer, les cœurs battent et s'arrêtent chaque jour. Les différences qui nous séparent, les saisons meurent, la nature a ses droits. Quand le cynisme emportera ce qui nous reste de croyances et de voix, on voulait seulement laisser à nos enfants juste un ciel ouvert et de l'amour dedans. Mais l'homme détruit tout, ce qui le rend heureux, comme ce qui le rend fou. On était pourtant des anges, disaient nos pères avant nous, avant nous. Aujourd'hui, tu es une femme, et moi je marche vers mon destin. Puis-je encore t'éviter les drames, être tes yeux, cette force dans ta main? On voulait seulement laisser à nos enfants juste un ciel ouvert et de l'amour dedans. On voulait seulement Je suis attaché, mais c'est pas grave. Je voudrais remercier Gilbert, l'association Atlas, tous les auteurs, parce que je sais que tu as mis, si tu pouvais monter sur scène, ça serait super, Gilbert. Je sais que tu es un peu ému, mais c'est un projet que tu as monté depuis des mois, que vous avez tous monté ensemble, parce que c'est vraiment un travail d'équipe. Voilà, je cherchais madame, que vous connaissez tous, qui a mis en scène le spectacle qui a été écrit. Et elle mérite également vos applaudissements. Je fais un petit clin d'œil à Bruno parce que je sais que ça lui tenait également à cœur. Et puis, c'est non sans une certaine émotion. Je n'aime pas porter l'écharpe. C'est pas dans ma nature. Mais l'écharpe que vous voyez, elle, j'ai joué un rôle que je connais à peu près bien. Mais cette écharpe-là, il y a 100 ans, elle était sur les épaules de Monsieur Hérault. Et je voudrais remercier son descendant. Je ne sais pas où il est dans la salle, qui m'a prêté de manière totalement gratuite.
Il est là, mais il est timide sans doute. Voilà. Merci, merci à lui parce que c'est assez émouvant. Et ce que je peux vous dire, c'est que cette écharpe-là, elle est d'une qualité supérieure à celle que l'on porte maintenant. Donc, des fois, on peut dire que nos ancêtres travaillaient un peu mieux que nous, en tout cas sur ces matières-là. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous les comédiens. Merci d'avoir participé à ce long mois de commémoration. C'est pas terminé. Il reste quelques dates cibles que je n'ai plus malheureusement en tête. Je remercie aussi l'ensemble des Rognacais parce qu'ils ont été au rendez-vous pour chaque événement et de manière totalement spontanée. Et là encore une fois, ce soir, il y a eu beaucoup d'émotions. Et j'espère qu'à travers cette émotion, la transmission du message de paix vers les nouvelles générations sera que plus beau et plus porteur. Merci encore à toutes et à tous. Gilbert, si tu veux dire quelques mots. Non, bon. Il y a l'école de musique, effectivement, heureusement que vous êtes là. L'école de musique, demain, fait un concert à 20h30. C'est bien ça ? Ici, donc, dans le cadre des commémorations. Soyez nombreux parce que c'est un spectacle. Et le 29 novembre, dans le cadre du Téléthon, on sera là pour Meurtre Manoir, enfin pas moi, hein, c'est Gilbert qui sera là, pour Meurtre Manoir dans le cadre du Téléthon. Donc venez nombreux parce que c'est toujours un geste de solidarité en faveur de la lutte contre la myopathie. Merci beaucoup, merci à vous.